On repart les amis, on repart avec Erwan Lenohan, donc associé Altermind. Salut Erwan. Bonjour. Grâce à toi, on réfléchit un petit peu sur la façon dont ça se passe. Alors, j'ai appelé ça capitalisme et plan de relance parce que j'ai l'impression que peut-être même d'ailleurs dans la réflexion libérale aujourd'hui, ça peut pas marcher. C'est-à-dire, on peut pas aujourd'hui. Je vais te dire un truc, j'en ai parlé déjà hier. J'ai été frappé au moment de... Je vais peut-être en parler toute la semaine. Au moment de l'inauguration du train de nuit Paris-Nice. Je sais pas si... Oui. C'est quand même une scène... Enfin, moi qui ai 56 ans, j'ai eu l'impression que je retombais en enfance. J'avais un Premier ministre dans un costume noir qui tenait un téléphone à l'ancienne et qui était ravi qu'on puisse faire Paris-Nice en une nuit. Oh. Mais oui. Et 1980... alors, on va laisser de côté la carte à puce, mais la France, c'est le TGV qui vraiment démarre. Personne, enfin, on met tout le monde à la rue, le monde entier. Minitel, Direction Générale des Télécoms, on brocarde Minitel aujourd'hui. 80, le Minitel. Oui. Elon Musk, en 95, lancera en Californie un truc qui ressemble à nos pages jaunes, qui étaient déjà sur le Minitel. Donc, carte à puce, grosse impulsion, l'Agnon, etc. et tout, voilà. Oui. Tout ça, c'est des impulsions publiques, quand même. Et je te lis, et toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus possible de donner une direction d'impulsion publique au capitalisme et à l'investissement? Ouais, alors c'est pas exactement. Je reformulerai ça pas exactement comme ça. En fait, effectivement, ce qu'on voit à travers le monde et notamment dans les pays développés, c'est que il y a évidemment une coopération entre le public et le privé. Et je sais pas, mon discours n'est pas de dire qu'il faut de l'innovation se fait uniquement de manière privée, ou alors à l'inverse, il faudrait la faire uniquement de manière publique. Par contre, il y a les questions sur comment le public peut être utile à l'innovation aujourd'hui. Et on entend beaucoup de ce qui s'est fait aux États-Unis, la DARPA. On c'est grâce à l'armée américaine qu'on a créé Internet. C'est vrai, mais ça n'est vrai qu'a posteriori d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand les Américains ont commencé à financer les programmes de recherche, ils ne se sont pas dit on va créer Internet. Ils se sont dit, on va financer de l'innovation dans le secteur des nouvelles technologies et puis on a besoin de tel et tel secteur d'innovation et de développement. Et donc, les Américains financent de la recherche fondamentale sans droit de regard, en abandonnant en fait... Alors, je dirais pas qu'ils abandonnent. Un droit de regard sur les pistes que ça peut prendre. Je dirais pas qu'ils abandonnent, mais en fait, ce que j'essaie de contester dans ce que j'ai écrit, c'était de dire l'État ou même n'importe quelle entreprise. Dans l'entreprise, ça se passe pas comme ça l'innovation. Attends, t'écris par nature, le capitalisme ne peut suivre une direction centralisée, même supérieurement éclairée. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est vachement bien écrit d'ailleurs. Ce que je trouve, en fait, on est dans une économie qui est en mouvement permanent. C'est pas ici que je vais le dire, que je vais le rappeler. Ça, on innove de tous les côtés. C'est impossible de savoir de quoi le monde de 2030 sera fait. Personne ne peut dire ça marchera, ça marchera pas. On peut avoir des intuitions et ça. Et le rôle du secteur privé est justement d'aller tester. Le public peut tester aussi. Il a probablement un biais qu'il est un peu plus. Il n'a pas le même rapport au risque parce que quand on prend des risques avec d'argent qui n'est pas le sien, évidemment il y a un petit biais. Oui, tout à fait. Mais donc, il n'est pas possible d'avoir une vision de l'économie qui consisterait à définir des plans, y compris dans l'entreprise privée. Je ne pense pas que ce soit le cas des entreprises qui réussissent et qui décident de suivre un plan pendant 20-30 ans de manière très précise dans une innovation. Mais à 5 ans, il y a une vision à 5 ans dans une entreprise qui fonctionne. Une vision, c'est pas la même chose que de dire ce projet-là, c'est ce qui fera Aujourd'hui, on voit différents secteurs qui émergent. Moi, le secteur de la blockchain, par exemple. Il y a quelques années, je me souviens avoir écouté plein de podcasts, on nous disait le blockchain, c'est ce qui va cartonner dans un avenir très proche. Tu as raison. C'est pas encore le cas. Peut-être que ça sera le cas demain, on n'en sait rien. En tout cas, moi, j'en sais rien. Très exactement, 2013, la grande phrase, c'était... Bon, le Bitcoin, on verra, mais ce qui est important, c'est la blockchain. C'était il y a 6 ans quand même. Voilà. Alors, tu as raison. Et peut-être que la blockchain va cartonner dans quelques années, mais ça, personne ne peut le prévoir. Et c'est ce que je conteste un peu. Je cite dans un de mes papiers une économiste qui s'appelle Mariana Mazzucato, qui est devenue la nouvelle idole intellectuelle de la nouvelle gauche, en fait,
parce qu'elle renouvelle cette idée qu'il faut une politique industrielle interventionniste. Elle parle de l'État entrepreneur. Elle parle de l'État entrepreneurial et son dernier bouquin, c'est l'économie à mission, mais dans l'idée où il faut donner des missions à l'économie, un sens, et elle prend le modèle de la conquête spatiale américaine. Et effectivement, on voit, c'est assez attrayant de se dire, il faut qu'on va vers telle tu peux dire que le zéro carbone, ça peut être un nouveau programme Apollo, effectivement. Exactement. Mais dans ce cas, la question, c'est comment on le met en œuvre. Et la difficulté, ce qui me semble contestable dans ce qu'elle écrit, et ce qui a été contesté notamment par d'autres que moi, bien plus brillants que moi, c'est de dire... non seulement on peut fixer un objectif, mais qu'en plus, unique, ou principal fixé par l'État, et qu'en plus on va tout mettre en œuvre en définissant les programmes pour y arriver. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a quelque chose de révélateur derrière ça, au fond, qui pour moi montre une profonde incompréhension de ce qu'est l'économie et de ce qu'est l'innovation. Il y a une espèce de rêve si on arrive à désigner ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, on va être dans une espèce de monde à peu près paisible, à peu près stable et stationnaire. Et ça, ce n'est pas vrai. On est dans une lessive permanente. Quelqu'un que Bismarck connaît bien aussi, qui est Maxime Sbehi, Génération Libre, réfléchit sur ces questions-là. Il est probablement lié au vieillissement de la population, à un rapport au risque qui est différent, à une volonté de stabilité qui est probablement différente quand on progresse dans la vie que quand on est plus jeune. Et je trouve que tout ce discours sur le pilotage de l'État, particulièrement dans la société d'aujourd'hui, est révélateur de ça également. Oui, mais la force de l'État, justement, c'est son rapport au risque. Il a l'éternité pour lui, pour se rembourser. Donc on peut se dire qu'effectivement, sur des programmes à haut risque et pourtant indispensables, et je pense au carbone évidemment, on se dit, oui, là, l'impulsion publique peut peut-être être plus efficace que l'impulsion privée parce qu'il peut se permettre de se tromper complètement, en fait. En même temps, oui, mais en même temps, on voit que le privé est capable de financer. D'abord, le privé finance régulièrement des boîtes qui se plantent complètement. C'est juste. Que le privé finance des boîtes qui, très longtemps, comme Tesla, Amazon, ne rapportent pas d'argent à ses actionnaires immédiatement. Donc, il n'y a pas que le public qui en est capable. Et il y a aussi, je ne dis pas que c'est tout facile d'un côté et tout difficile de l'autre, mais le public a aussi un certain nombre de biais qui défavorisent la prise de risque, et notamment, ou alors qui favorisent une prise de risque inconsidérée, peut-être, qui est que les payeurs ne sont pas ceux qui prennent les décisions. C'est une autre phrase de toi, ça. La logique de la croissance continue des dépenses est la source de la crise, en fait, des services publics français. Ça, c'est contre-intuitif, mais on le comprend bien. La logique de poursuite continue des dépenses est la source du malaise des services publics. Depuis des années, c'est pas nouveau, il y a un malaise dans les services publics. L'hôpital, l'éducation, la police, on voit les différents fonctionnaires qui, quand on leur parle et puis qui s'expriment dans la rue, ils sont pas contents de la façon dont ils exercent leur métier souvent. Et alors même que c'est des métiers où on s'engage parce qu'on a une vision de la société particulière, peut-être différente. Sinon, pour être prof, j'habite dans une banlieue qui est réputée plus ou moins difficile. Pour être prof au collège à 1400 balles par mois face à avec plein de difficultés, c'est vraiment une vocation. Et pourtant, ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux alors que les moyens n'ont fait que croître. Et la réflexion que j'essaie de faire, c'est de dire, mais c'est justement parce que ça n'a fait que croître, parce que la réponse systématique des pouvoirs publics a été de dire, vous avez un problème, ne vous inquiétez pas, on va augmenter les moyens. Et en augmentant systématiquement les moyens, ça a été une manière d'apaiser, d'obtenir une forme de paix sociale, mais aussi d'éviter de poser les questions sur l'efficacité des services publics. Et sur la productivité. Et aujourd'hui, exactement. Et aujourd'hui, un certain nombre d'organisations même syndicales disent, nous, le sujet, c'est qu'on n'a aucune vision. Alors, ça ne date pas de ce gouvernement, ça date des 10-15 dernières années. On n'a pas de vision du service public. À la limite, même on nous dirait, on veut privatiser, on pense que le privé le fait mieux, on veut réduire les services publics, ou alors on veut les accroître considérablement et on aurait une vision à contester et savoir vers où on va. Mais là, il n'y a pas ça. Il y a un malaise auquel on va dire, il y a une surenchère financière quand ce n'est pas une surenchère verbale, et notamment, je trouve, dans la police aujourd'hui. Et donc, en réconciliant les deux, là, finalement, alors, je veux surtout pas dire du mal de l'actuel plan de relance, parce que on en reparlera un jour, mais tous les témoignages que j'ai, moi, qui remontent des entreprises, etc., montrent que ça fonctionne.
que c'est efficace, que c'est sur des projets bien identifiés, que c'est de la subvention, quelques centaines de milliers d'euros, qui permettent de faire avancer des choses pour vraiment moderniser l'outil de production. Mais en fait, là où l'État serait parfaitement légitime, c'est de faire un plan de relance de sa propre administration, un plan de relance de l'efficacité de sa propre administration. Exactement. Il y a aujourd'hui un besoin dans l'ensemble de la société, et on s'arrête 2 secondes sur l'éducation. Dans l'éducation, il y a besoin de faire des profondes réformes, et pas uniquement parce que les fonctionnaires ne se sentent pas bien, pas uniquement parce que les parents qui le peuvent fuient le système public, parce que c'est notre avenir, c'est un grand mot, c'est très grandiloquent, mais c'est l'avenir de nos enfants, mais c'est l'avenir de notre croissance. Si on a un enseignement supérieur qui périclite, comme c'est le cas aujourd'hui, des écoles, un enseignement primaire qui périclite, et tout ça depuis des années, à nouveau, c'est pas une question du dernier mandat, eh bien, on hypothèque notre croissance à long terme. Et ça a besoin de réformes profondes. Et voilà, réformes profondes, mais en même temps, il y a besoin aussi, pour le coup, d'argent. C'est-à-dire, là, pour le coup, les fameuses 100 milliards, enfin, j'en sais rien d'ailleurs, si aujourd'hui il y a possibilité d'un deuxième plan de relance, puisque toi tu dis qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième plan de relance, peut-être si, justement, pour l'administration, à un moment où ça durera ce que ça durera, mais l'argent est encore gratuit. Exactement. Et il y a quitte à, effectivement, je pense que dans l'administration, d'abord, il y a Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas, en fait, pour tout te dire. Parce qu'ils votent pas, parce qu'ils veulent essayer de favoriser d'éventuels électeurs. Enfin, moi, je pense que j'ai une chronique dans l'opinion. La première chronique que j'ai faite en 2016, elle s'appelle Choix publics, parce que j'essaye d'utiliser parfois les concepts de l'école économique qu'on appelle des choix publics, qui analysent les décisions politiques comme des décisions économiques. Et l'un des enseignements du choix public est que pour réaliser une réforme de l'État, il ne faut pas que ce soit fait par des fonctionnaires. Il faut que des gens extérieurs. Parce que ça s'explique assez facilement. C'est quand on est issu du sérail, d'abord on voit un certain nombre de complexités qui nous arrêtent. Et puis à un moment, ça revient à dire à des gens avec qui on a bossé longtemps, oui. En fait, t'es dehors, quoi. Ou alors ton métier n'a plus de sens. Ouais. Et l'expérience, c'est ce que montrent ces économistes, c'est que ça passe mieux, c'est plus facile quand c'est des gens qui n'ont pas des intérêts objectifs dans le système. Et donc, il vaut mieux des gens extérieurs au système. Je pense qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est issu de la fonction publique, et donc ça a ses qualités et ses défauts. Et parmi les défauts, c'est que c'est probablement pas sa priorité, probablement pas de réformer l'action publique. Erwan Lenohan, associé Altermind, qui était avec nous sur Bismart.